Bienvenue dans le tout premier épisode de Kimura, le podcast qui est dédié au cinéma d'action et d'arts martiaux. Je suis Raphaël et chaque épisode avec mon pote Théo, on va principalement vous parler d'un film, mais pas que. Ça va aussi nous arriver de déborder sur l'actualité des sports de combat ou tout simplement de vous recommander différents objets culturels généralement liés au cinéma d'action et aux arts martiaux. Bref, aujourd'hui on va se focus sur Fighter, un film du réalisateur américain David O. Russell. Alors bonne écoute. Tu veux bien arrêter? Bon allez arrête, aide-moi à finir ça. Il est imprévisible comme D'accord. toujours. Pas besoin Tiens, d'être voyant épercute. pour savoir comment ça va finir. Et... Oh Et voilà, le pauvre Mickey est au tapis. La chaîne HBO fait un reportage sur mon comeback et mon frère Mickey va combattre Joe Mambi à Atlantic City le week-end prochain. La fierté de l'OL est de retour. Ouais. Donc aujourd'hui on parle de Fighter, un film sorti en 2010 réalisé par David O. Russell. À première vue on pourrait croire que c'est un film de boxe mais en réalité c'est pas un peu plus que ça. Un drame humain, familial où les coups ils se donnent pas uniquement sur le ring mais aussi autour de la table du dîner lors des repas de famille. C'est un biopic inspiré de l'histoire vraie d'un boxeur qui s'appelle Mickey Ward, un boxeur de l'OL dans le Massachusetts donc aux États-Unis, et de son demi-frère Dickie Eklund. Donc c'est une ancienne gloire locale, connue notamment pour avoir mis knockdown Sugar Ray Leonard, et ensuite sombrer dans la drogue, la prison et même l'oubli aux yeux des fans de boxe. Mickey, lui, il galère, c'est un boxeur entre guillemets de seconde zone, on lui confie des combats qui sont en général plus compliqués que prévu, avec du potentiel mais une carrière du coup qui stagne due à des mauvais choix, notamment entraîné par sa famille. Donc Mickey, il est entraîné par son frère du coup qui est Dickie, qui est un drogué, et puis il est aussi soutenu ou plutôt contrôlé par sa mère qui contrôle entre guillemets toute la famille et sa carrière. Et il est aussi entouré de 7 sœurs qui sont plus présentes qu'utiles, on peut le dire. Il voit pas tant que ça pendant le film, mais à chaque fois elles sont pas là pour l'aider en tout cas. Il vit dans une ville qui est un peu usée, donc qui est rongée par la drogue aux États-Unis au milieu des années 80-90. C'est dans ce contexte que ce film suit le parcours en fait de Mickey, entouré de cette famille qui va se voir proposer en fait une seconde chance. C'est un moyen de sortir un peu de cette condition. Donc ça a été réalisé en 2010 par David O. Russell. Petite anecdote, son premier film connu c'est Le Roi du désert en 1999 avec notamment George Clooney et déjà Mark Wahlberg. Ok, pas mal. En fait, ce que j'ai appris, c'est que pourquoi il a pas fait tant de films que ça, David O. Russell, c'est qu'il se traîne une sacrée réputation de connard. Et il paraît même que George Clooney, après ce film, du coup, Les Rois du désert, aurait dit plus jamais je travaille avec lui, sinon je vais lui en mettre une, quoi. Fighter, il intervient 6 ans après son dernier film. C'est un peu un renouveau. Le film dure un peu moins de 2 heures, donc 1h56. Sur la musique, on a une bande-son rock un peu nerveuse, teintée parfois un peu de soul. Et enfin, du coup, côté casting, on revient avec Christian Bale qui a une performance, je pense qu'on peut dire hallucinante, comme à son habitude. Il est hanté. Il est un peu hanté, ouais, c'est ça, amaigri, il a perdu 14 kilos pour le rôle. Peut-être pas autant que dans The Machinist, je crois que c'est un peu plus. Ouais, The Machinist, il est descendu à 55, je crois. Et il voulait descendre à 45. Ils l'ont dit non, mais arrête, t'es complètement fou. Ça en devient presque maladif. C'est aussi un film où chaque personnage se bat à sa manière, donc pour différents combats, et où la vraie bagarre, c'est pas souvent celle qu'on croit, donc pas dans le ring, parce qu'au final, on voit pas tant de bagarres que ça dans le ring, mais plutôt le destin d'une famille un peu les laisser pour compte, voilà. Donc le film, il s'ouvre sur un moment qui est presque documentaire. T'as la caméra à l'épaule, des lumières naturelles. On va être directement plongé dans le quotidien des frères Englund. Tu vas avoir Christian Bale, comme disait Théo, qui est méconnaissable. Le mec, il est creusé, il est transpirant. Voilà, de ce que j'avais lu, il devait peser aux alentours des 65 kilos pour incarner Dickie. Et bref, tu le vois assis sur un vieux canapé, il va appeler son frère, qui lui est interprété donc par Wahlberg. Il lui dit de venir s'asseoir, et là je trouve que t'as direct un aperçu de la dynamique qu'il va y avoir entre les deux acteurs, et les deux personnages même. T'as Dickie qui est extraverti, c'est un mec qui est intense, il est nerveux, il va tout le temps monopoliser l'attention. Alors que Mickey, lui, c'est un mec qui est discret, qui va être plus renfermé. C'est le mec qui va être à l'écoute, c'est celui qui encaisse. Wahlberg, pendant tout le film, il va jouer sur la retenue. Moi, ça m'a vraiment fait kiffer de pas le voir jouer les marioles, comme j'ai l'habitude de le voir sur des films d'action. Là, il est vraiment dans la retenue. Alors, c'est un peu plus délicat à jauger que Christian Bale, qui lui est vraiment dans l'éloquence pure. Et donc, c'est sûr qu'on va tout de suite vanter les mérites de son jeu. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Wahlberg, en tout cas. T'as Dickie qui va balancer cette phrase, donc au début du film, on boxe vraiment différemment. Et c'est vrai qu'on comprend vite que les deux frères, ils ont deux styles, deux tempéraments et deux trajectoires qui sont différentes. Tu vas avoir Dickie, c'est le boxeur qui est tactique et rapide, il est insaisissable. Bref, c'est comme disait Théo, c'est l'ancien prodige, il va jouer à la touche avec ses adversaires.
A contrario, t'as Mickey, lui, on pourrait dire que c'est en quelque sorte un brawler. Le mec, il est là pour cogner, il va tout le temps rester dans la poche avec ses adversaires, il est là pour échanger des coups, il est là pour se la donner, quoi. Donc dès le départ, t'as une opposition entre les deux frères qui est posée. C'est deux boxeurs qui sont très différents, mais aussi deux êtres humains qui sont différents. Et pendant tout le film, en fait, on va voir deux manières différentes de survivre à l'OL. L'OL, Théo, on a déjà un petit peu parlé, je vais revenir super rapidement dessus. Donc c'est une ville ouvrière du Massachusetts. C'est une ancienne cité industrielle dans le textile. Il y a un peu plus de 100 000 habitants. Je vous dis ça parce qu'en gros, à l'échelle des États-Unis, l'OL, c'est rien du tout. C'est juste une des nombreuses villes ouvrières qui est devenue pauvre à cause de l'exportation des usines dans d'autres pays. C'est une ville qui est remplie de gens qui sont laissés pour compte et c'est un excellent point de départ, je trouve. Quand au début du film, on a un long travelling qui nous montre les rues de Lowell avec des maisons en briques qui sont délavées, là on a un morceau qui va être lancé, c'est How You Like Me Now du groupe The A.V. Et je trouve que ça fait à la fois référence au personnage de Dickie, mais aussi à la ville de Lowell. Alors je vais m'expliquer. Excusez-moi pour mon anglais, mais en gros les paroles d'ouverture de la musique sont les suivantes. No, there was a time when you loved me so, I'll could do wrong and now you need know. Traduction. Il fut un temps où tu m'aimais tant, je ne pouvais pas faire de mal, et maintenant tu dois savoir. Donc là, on voit clairement, il y a un parallèle entre le temps où Dickie était aimé de tous parce que c'était un grand boxeur, il était considéré comme un homme qui était bon, et que maintenant on a envie de savoir ce qu'il est devenu. Et pareil, si on parle de la ville de Lowell, on peut se dire que ça faisait référence au passé glorieux de la ville, au temps où il faisait bon vivre, mais que maintenant c'est la misère dans les rues, et là aussi on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec Lowell. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir ça en tant que spectateur à travers le film et la résolution progressive des intrigues, notamment avec les combats de boxe qui vont joncher l'ensemble du film. Mais les personnages du film, eux, a priori, ils vont découvrir le destin de Dickie via le documentaire qui se prépare et qui est supposé, au début du film, avoir comme sujet l'ancienne légende de la boxe Dickie England et son potentiel comeback. Donc déjà là, on a du solide parce qu'on est dans du concret. Comme par exemple New York dans Taxi Driver ou Philadelphie dans Rocky, la ville de Lowell, ça devient un personnage à part entière. C'est bien plus qu'un décor, c'est un endroit qui forge les gens et qui les marque. Je pense par exemple, alors je sais pas si tu vois qui c'est Théo, mais il y a un personnage tertiaire, c'est un handicapé avec une cicatrice sur le crâne. Oui. Et en fait, il aide Mickey dans ses entraînements de boxe, et tu te dis, si ça se trouve, c'était lui qui aurait pu être un grand boxeur. Mais il s'est fait casser le crâne et maintenant, ça va être le faire-valoir pour l'équipe. Et personnellement, je trouve que des éléments comme ça, le film, il va t'en poser plein et c'est à toi de les interpréter un peu comme tu veux. Ce qu'on disait avant sur les sœurs, finalement, qui sont très peu bavardes, mais qui sont tout le temps présentes, qui donnent un effet de meute, on peut limite des fois interpréter certaines trajectoires de leur vie rien qu'à leur look. Je suis d'accord, mais je dirais même que Lowell, même dans sa globalité, fait très famille, entre guillemets. Avec le shérif ou le chef de la police qui entraîne Mickey, qui, quand Dickie est dans sa planque en train de se droguer, sait où aller le chercher. Il fait partie aussi de la famille dans le sens où il entraîne Mickey, mais aussi de Lowell. Quand on regarde l'intro qui nous induit un peu en erreur avec l'arrivée dans ce film ou ce reportage où on pense à un reportage sur l'ancienne gloire de la boxe, on voit que, en tout cas, Dickie, il est présenté comme une star. En tout cas, il arrive, il embrasse tout le monde dans la rue, il embrasse même une femme comme ça au hasard, ou même il va avoir justement un handicapé, etc. Et cette ambiance-là, en fait, de petite ville qu'on retrouve, je trouve, dans Rocky, où t'as les gens, en fait, qui sont dans la merde, mais solidaires, et qui sont comme une grande famille. Et je pense que ça, c'est un truc qui, dans le film, est hyper important. C'est vraiment cet aspect famille, dans tous les aspects du terme. Qui soient là pour t'aider, qui soient là pour t'enterrer, entre guillemets, comme c'est le cas par moment dans le film. Mais je trouve que même la ville, elle transpire ça, quoi. Comme tu disais, on fait pas dans le misérabilisme. Dans cette ville, tu vois qu'il y a de la chaleur, tu sens qu'il y a une communauté qui est soudée. Toujours sur cette scène d'ouverture, quand t'as les deux frères qui marchent dans la rue, les gens, ils les reconnaissent, ils les saluent, ils leur parlent. Enfin, tu sens vraiment une dynamique avec tous les personnages. C'est vraiment chouette parce qu'en 5 minutes, t'as le film qui a planté son décor et tous ses enjeux, ainsi que son ambiance. T'as Lowell, c'est une ville finalement, c'est aussi la famille, ça va être la loyauté entre les membres de cette famille, mais comme tu le disais, c'est aussi l'enfermement. Ça va être la difficulté pour les personnages de s'émanciper de ce milieu sans pour autant trahir leurs racines. C'est donc tout l'enjeu du film et toute la problématique de Mickey. Et encore une fois, par exemple, si on compare à Rocky 2, on voyait aussi déjà ce dilemme du boxeur qui entre justement dans la réussite sociale avec, tu sais, il commence à faire de la pub, il veut s'acheter une maison, mais du coup, il perd son authenticité. Là, Mickey, lui, ce qu'il va devoir faire, c'est gravir les échelons socialement un peu à l'instar de Rocky, mais sans s'éloigner des siens. Donc il va falloir qu'il s'éloigne quand même un minimum pour grandir, mais il faut pas qu'il les renie non plus. C'est ça. Là, c'est la différence, c'est que il est dans la phase, tu dis dans Rocky 2, la phase où justement il est connu, il prend peut-être un peu la grosse tête et il renie sa famille.
Lui, en fait, il est dans la phase un peu avant où il a besoin de renier, en tout cas, sa famille pour pouvoir avancer, quoi. C'est marrant, en fait, et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire un peu à tous les films de boxe. Tu prends Creed, on a le même concept. Quelqu'un qui est connu juste pour son nom, d'accord, mais il doit s'émanciper de toute sa famille, son nom, justement, pour prouver que c'est un grand boxeur, en prenant l'exemple de Creed. Mais après, pareil, il prend la grosse tête, etc. C'est des choses qu'on retrouve souvent. Mais ce que j'aime bien, en fait, là, c'est ça paraît authentique parce que c'est pas surjoué déjà par Mark Wahlberg. Et moi, il y a des trucs que je peux critiquer sur son jeu dans ce film, mais je trouve que où il est juste, c'est qu'il en fait pas trop dans le côté misérable. Parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est aussi un choix de sa part, en fait, d'être toujours avec sa famille, tu vois. Ouais, c'est lui qui il tanque un peu, il sait qu'il y a des mauvaises réflexions des fois qui sont faites, on lui tend un peu la carotte à chaque fois, t'inquiète, le prochain combat ça va aller, et lui à chaque fois tu vois qu'il rentre dans le bourbier, qu'il a une confiance aveugle en sa famille, et que de toute façon, tant qu'il n'y a pas son love interest qui arrive dans le film, il n'y a pas d'élément déclencheur, et lui il se pose pas vraiment de questions. Il remet pas tout ça en question parce que justement c'est la famille. La première fois qu'il le remet en question, c'est quand il se fait démonter sur un combat où où le mec a 10 kilos de plus, quoi. Et tu vois, en fait, toute la misère de sa famille, ce que ça peut lui apporter. Sa mère qui a besoin d'argent parce que c'est une grande famille, elle attend de l'argent et elle attend de ses fils pour avoir de l'argent. À côté, t'as Dicky qui lui aussi a besoin d'argent parce que sûrement pour la drogue, pour machin, etc. Et qui est l'entraîneur et qui au début te dit non, tu vas pas combattre. Et puis quand ils se rendent compte qu'ils vont pas avoir d'argent, t'es quand même obligé d'être forcé. T'as même les sœurs aussi. Il y a un moment, il y a une réplique où en fait justement il y a une des sœurs qui commence à se déresser un petit peu et à donner une opinion divergente de celle de la mère. Et la mère lui dit tu me dois pas $300 par hasard. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde se tient aussi via l'argent. C'est une situation qui est un peu compliquée. Ouais. Ouais, même à un moment, quand il dit on t'a retrouvé un combat après cette défaite et tout, tu sais, ils sont pas un repas de famille, ils sont tous dans le salon. Et t'as Dicky qui dit à Mickey, ouais, on t'a trouvé un combat à $20 et tout, et sa mère lui reprend et lui dit 17 500. C'est-à-dire que même là, en gros, il mange encore sur lui une partie de son cachet, quoi. Donc, ouais, il y a tout cet aspect argent qui rentre aussi en compte dans le film, mais pas comme sujet principal, plus comme un sujet annexe, en tout cas, qui fait partie de tous les vices, en fait. C'est ça, c'est latent pour moi, ça fait partie du système. Là, ce qu'on te compte, c'est le rêve américain. Et ça passe forcément par l'élévation via l'argent, donc ça reste central au récit. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un style visuel brut et immersif. Ça fait vraiment documentaire début 2000, quoi. Et aussi, on a une promesse dès le début avec cette musique entraînante, cet espoir de comeback. C'est qu'en fait, ça va être un film humain, sincère, et qui va être en fait sur la lutte. Et une lutte qui ne sera pas justement que sur le ring, mais contre finalement un peu tout un système. Parce que la réussite d'un gars comme Mickey, c'est aussi rappeler à l'Amérique qu'il ne faut pas enterrer et oublier une certaine partie de sa population, qu'on aurait tendance à oublier parce qu'elle est dans les villes les plus pauvres. Ouais, c'est ce que j'aimais aussi dans le film. Alors, c'est ce côté, en fait, ok, American Dream, mais on reste quand même dans le réel. On n'est pas dans vraiment le film qui remonte le rêve américain, genre Rocky, qui escalade l'échelle sociale et qui emmène tout le monde avec lui. En fait, là, tu te rends compte que, d'accord, Mickey va réussir par être champion du monde, mais que ça va pas régler tous les problèmes de la famille. Dicky, bon, on sait pas trop. À la fin du film, ça finit bien, mais on se doute bien que ces problèmes de drogue, ils vont pas être réglés comme ça. La famille, la mère, etc., qu'est-ce qu'ils vont en advenir? Donc la réussite sociale de Mickey va peut-être les sortir financièrement un peu, entre guillemets, de la merde, mais en même temps, on n'a pas d'espoir pour ces personnes-là qui est donné dans le film. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de toute manière, en fait, à partir du moment où le mec gagne, devient champion et donc de facto reçoit de l'argent, c'est la fin du film. Donc ça, on le verra pas. En fait, nous, ce que David O. Russell il veut montrer, c'est vraiment juste l'avant. Ce qui est généralement plus intéressant. Par exemple, Rocky, c'est vrai que après on a toutes les échelles qui sont gravies, mais le premier, il est aussi très brut. Ouais, mais c'est ce qui est bien dans Rocky, et moi, c'est ce que j'aime dans Rocky, tu vois, c'est justement ce côté brut, et dans Rocky 1, qu'on retrouve moins dans les 2, 3 et 4, qui sont bien aussi à leur manière et qui ont d'autres qualités. Mais moi, en fait, c'est ce que j'aime sur cette fin de film, en fait, qui arrive d'un coup, ok, d'accord, il y a l'ascension, il commence à gagner ses combats, etc. Mais tout le film, on nous a montré un côté qui est quand même très dark, entre guillemets, de la vie de famille, et qui est réel aussi, parce qu'aux États-Unis, des familles comme ça, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Et ce côté où, d'un coup, comme si ça... Justement, t'as l'impression qu'une fois que le combat est fini, tous les problèmes sont résolus, alors que c'est pas vrai, tu vois. Et je trouve que ça, c'est... Dans le film, malgré que ça se finisse sur une note positive, l'enchaînement des scènes et comment arrive, en gros, l'ascension, je trouve que ça dénote un peu... En fait, c'est complètement contre nature, en fait, d'avoir un film aussi sombre sur la famille, etc. Et d'arriver à la fin... tu sais, c'est presque, ça va un peu vite. Tu vois ce que je veux dire? Dicky va en prison, ça dure... voilà... D'un coup, c'est la rédemption, je le vois boxer en prison, comme si, en fait,
C'était simple de passer ça. Il sort, il arrive à se réconcilier avec la femme de Mickey, avec l'entraîneur actuel de Mickey, mais juste comme ça, puis on arrive directement au combat, comme si, en fait, juste à organiser les combats de boxe, tous les problèmes familiaux étaient réglés. Mais ça, forcément, t'es limité par le temps dans un film, et donc il faut bien le conclure. Mais je trouve que, comparé à un Rocky ou quoi, j'aime bien ce côté, en fait, où il avait vraiment mis l'accent sur le côté début de carrière, ou en tout cas, pas vraiment début de carrière, mais la carrière avec sa famille, et en fait, à la fin, où il monte une transition un peu rapide, mais je sais pas, ça apporte quelque chose en film, et en même temps, je trouve que ça y met un peu de défaut, parce que moi, cette scène de fin, j'en reparlerai après, mais elle m'a pas convaincu, quoi. Je vais ouvrir une parenthèse sur l'esthétisme général du film parce que ça va venir compléter justement, tu disais, sur le ton du film ou vers la moitié du film. Donc on a la révélation, on va spoiler, hein, mais que le documentaire a été en fait fait sur l'addiction au crack et donc l'addiction de Dicky. Et oui, c'est vrai que ça fait un sacré choc, mais après ça, on a vraiment le film qui va sur des rails et qui va se la jouer à l'américaine et tout va rentrer dans l'ordre, ne vous en faites pas. Et à la fin, on a la bonne fin. C'est vrai que t'as raison là-dessus. Mais d'ailleurs, moi, cette scène où ils sont dans la cuisine, dans le squat de Dicky, et qu'on leur demande, mais en fait, vous faites un reportage sur quoi? Parce que tout le film, on entend Dicky parler sur un reportage du mec qui a mis Knockdown, Sugar Ray Leonard, et que, en fait, le journaliste lui répond, mais on fait un reportage sur le crack, quoi, sur les gens qui sont addicts au crack. Et en fait, de toute façon, là, tu commences à t'en rendre compte parce qu'il filme des scènes où il filme du crack. Donc, tu te doutes bien que dans un reportage sur un ancien boxeur, il pourrait le montrer, mais c'est pas le but. Et en fait, tu te rends compte que le mec est totalement déconnecté de la réalité. Les ravages du crack aux États-Unis, dans les villes moyennes, en fait, tu te rends compte que ça a bousillé des centaines de milliers de personnes et surtout des villes entières, en fait, concrètement. Comme on l'expliquait plus tôt dans les premières scènes de The Fighter, tu vas direct prendre dans les yeux une patine visuelle qui est sans fioriture. C'est très brut. Je vais prendre un exemple peut-être pour qu'on me comprenne un peu mieux. C'est que tu as des films comme Volte-Face de John Woo, donc ils sont très stylisés. Ça va être typique d'une époque, en l'occurrence les années 90. Alors que là, je trouve que David O. Russell, lui, il choisit une esthétique qui est rugueuse, qui est sans artifice. Les artifices, ils vont plus être aux côtés de la narration. Pour moi, le fait de choisir le réalisme, ça permet d'avoir un visuel qui va vieillir moins rapidement. Et aussi, surtout, de rester actuel. Fighter, il va prendre un pari qui, à mon avis, lui, est réussi. Ça va être aussi de s'ancrer dans une Amérique qui est populaire, qui est fatiguée, et ça de manière réaliste. Et à mon avis, c'est ce type de film qui rend cette idée du rêve américain intemporel. C'est qu'on peut, à chaque fois, s'identifier à ça, et qu'on a l'impression, que c'est la vérité, en fait. Mais sur l'image, ouais, c'est ça. Rendre le truc réel avec ces plans qui sont comme un documentaire, presque caméra au point, en vrai. Moi, ça m'a fait penser, comment c'est tourné, à la série The Shield, tu vois. Ouais, totalement. Où t'es au cœur de l'action, t'as l'impression presque que la caméra, des fois, elle bouge. En fait, c'est un reportage où des fois, t'es dans un événement, la caméra, elle tremble, tu vois, ou des trucs comme ça. Ça fait presque penser à ça, tu vois. Ouais, par moment, moi, ça m'a fait penser un peu à, The Wire ou The Shield, mais surtout The Shield, caméra au point, et en fait, on va te montrer des maisons, des crack house, en fait. Donc, ce côté réel, il est sympa. Et à mon sens, c'est cette imagerie qui va renforcer le propos global du film, qui est qu'une certaine partie de l'Amérique qui est laissée vraiment pour compte, elle souhaite malgré tout s'élever socialement, par tous les moyens. Et là, dans ce film-là, c'est avec la boxe. D'ailleurs, de ce que j'ai lu sur le film, David O. Russell, il a laissé beaucoup de place à l'improvisation. Ça a donné le champ libre à Christian Bale d'interpréter un Dicky qui est complètement fou. Je trouve que ça ajoute de l'authenticité au film. T'as vraiment l'impression que le mec, il est vraiment sous crack, mais constamment. Même quand il est sobre, finalement, t'as pas l'impression qu'il change trop. Et moi, personnellement, dans ce film-là, j'oublie Christian Bale et je vois vraiment un mec qui s'appelle Dicky, en fait. Mais je garde quelques réserves parce que, comme on le disait, même si le film, il se veut réaliste, avec un ton parfois grave, on va assister à des violences policières. T'as Mickey qui va se faire casser la main, c'est gratuit, le truc, la scène est vraiment cruelle. Et en fait, on va y croire, cette scène qui est très brutale. À ce moment-là, on se dit même que pour Mickey, il va sans doute devoir abandonner la boxe. C'est touchant sans trop en faire. On sort pas les violons. Mais après, en parallèle, tu vas avoir dans le film des extraits qui sont un peu plus loufoques. Moi, je pense à quand Dicky il saute à plusieurs reprises dans les poubelles pour échapper à sa mère. Ok, c'est tragique pour le personnage d'en arriver à se cacher de sa mère. Tu comprends qu'il accepte pas, en fait, que sa mère le va prendre du crack. Et donc, Dicky, pour justement que sa mère elle reste baignée dans une certaine illusion que son fils ne se drogue pas, il va à chaque fois se jeter de la fenêtre, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est un côté Buster Keaton où tu vois Bale qui se balance dans les poubelles. Moi, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. C'est quand même des ruptures de ton où d'un côté, on choisit le réalisme pour être ancré dans la réalité, mais en même temps, on a ce type de scène où tu vois que le film, il va des fois aussi entre comédie et drame social, et j'ai l'impression que c'est surtout pour que le spectateur, ce soit pas trop dur pour lui de voir ça, tu vois. Ouais, tu peux le voir comme ça, ouais, je pense aussi, et puis c'est une bonne analyse. Et moi, je le voyais aussi un peu comme, en fait, tout simplement,
c'est des scènes qui, je pense, alors j'ai jamais eu de craquettes dans ma famille, mais qui peuvent être réelles, tu vois, et malheureusement, comme il y a ce lien familial qu'ils ont et qui est presque indéfectible pour eux, et ça reste malgré le fait qu'ils soient dans une crack house, c'est quand même leur frère, c'est quand même son fils pour la mère. Et donc, en fait, ce côté drôle de famille, tu sais, on est des cassos, mais en même temps, on assume un peu ce côté cassos, mais pour autant, tu vois, on a des moments où on se marre, quoi. Mais ouais, je sais pas, mais j'avoue que je l'avais pas vu sous l'angle que tu l'as abordé, et c'est pas mal. C'est peut-être aussi, ouais, pour adoucir un peu les traits du personnage qui, en vrai, est dur à. C'est dur parfois de supporter le regard de Dickie, en vrai, elle est même à l'écran, tu vois, quand il est totalement désespéré, tu vois, même son frère qui le voit dans cet état-là, qui sait pas quoi faire, en fait, tu vois, à la fois son entraîneur, son frère, son mentor, son héros, en train de se détruire, quoi, il sait pas quoi faire. Et bah après, c'est du Christian Bale tout craché, quoi. C'est clair que c'est un personnage qui est pathétique et on va avoir beaucoup de pitié pour ce mec. En même temps, c'est lui qui nous fait rire. Et en fait, c'est lui qui nous fait passer par énormément d'états. Donc je peux comprendre qu'il a un peu volé la vedette à Wahlberg pour tout ce qui est récompense des institutions. Il y a un passage, donc c'est justement au milieu du film, il y a vraiment une césure, c'est quand on apprend que le documentaire sur Dickie, il était pas sur son potentiel comeback dans la boxe, mais sur les effets de l'addiction au crack. Alors la révélation, elle est vraiment dure, hein. Bon, voilà, encore une fois, je me suis pris une claque, je me rappelais plus de ce twist, parce que j'avais vu le film il y a presque 10 ans. Et en fait, c'est marrant parce que c'est comme si Dickie se rendait pas compte que depuis le début du film, il renvoie quand même l'image d'un mec qui est complètement drogué, qui est complètement hors sol. Et en fait, il s'en rend compte via la télévision. Le gars, clairement, tu vois qu'il est drogué. Tout le monde autour de lui sait qu'il est drogué, mais il faut qu'il regarde la télé pour s'en rendre compte et se remettre en question. Je trouvais ça assez intéressant. Habitez là. C'est une ville dont on a parlé, hein. Vous pouvez vérifier. Ah putain, quoi. Tiens, regarde là, c'est notre maison blanche à Ah nous. ouais. Dans cette baraque, Pas mal le nom, on hein. du crack pour la première C'est un fois. scoop. On fume Ouais. du crack à la Maison Blanche. Ah, c'est sympa, convivial comme endroit, on s'éclate. La première fois que j'ai pris du crack, je devais avoir 23 ans. Un copain m'avait filé 1 gramme ou plus. Putain, j'aurais jamais dû accepter. Et avant ce jour-là? Bah, je boxais, j'étais hyper bon dans les tournois. Et ça, à partir de 12 ans. Sans déconner, j'assurais. Je vais vous expliquer comment ça marche. Quand t'aspires à fond, tu vois, ça rentre dans tes poumons. Je peux regarder la télévision. Oh mon Dieu. Oh non, non, mon chéri, remonte dans ta chambre. Mais je veux voir mon papa à la télé. Non, mon poussin, tu peux pas regarder papa parce que c'est trop tard. Il faut que tu remontes te coucher, d'accord? Il a un truc, Christian Bale, avec son regard. On le voit dans plein de films. L'autre fois, quand on a discuté tous les deux du film avant le podcast, je te parlais notamment du film The Big Short. Je trouve que Christian Bale dans le film est exceptionnel. Mais son regard, ce jeu, avec le regard, même les tics du visage, qui parfois même... On pourrait presque dire, c'est un peu exagéré de dire ça, mais juste avec les yeux, en tout cas, tout ce qui se passe, presque du Jim Carrey, tu sais, avec des expressions du visage qui sont, tu sais, intenses, et tu sais, les yeux, ils sont toujours en mouvement, écarquillés, fuyants, même dans le film, tu vois, ou même, tu sens, en fait, son instabilité, rien que dans son regard, en fait, qu'il est sur un fil tout du long. En plus, comment c'est filmé, avec les plans où, souvent, on filme juste bien, on a le visage en plan. Je prends la scène où ils sont dans le salon et que Mickey est avec sa femme, c'est la première fois qu'il la présente, comment il filme Mickey et du coup sa femme, comment il filme la mère et tout. Et en fait, même quand la mère elle s'énerve, tu vois, on fait un gros plan sur le visage, en fait on ressent vraiment les émotions. Et chez Christian Bale, bah, c'est sa force dans un peu tous les films qu'il a fait. Tu vois, ça pourrait être juste le boxeur qui est tombé dans les vices parce qu'il a été une petite célébrité, etc. Mais Bale, il lui donne un côté aussi humain qui fend l'armure du crackhead, tu vois, genre c'est pas juste un crackhead, un mec qui a eu du succès, qui s'est cramé les ailes, etc. Tu sens que même si on rentre pas forcément dans les détails, c'est bien plus profond que ça, et c'est notamment dû à l'américain moyen qui vit dans la ville de Lowell, 100 000 habitants, qui n'a pas forcément les mêmes chances qu'ailleurs pour s'en sortir. Et toute cette ambiance-là, en fait, Christian Bale, il la joue, mais c'est comme s'il la ressentait. Donc. Sur Bale aussi, ce qui était fou, c'est vrai que la scène que tu dis, où en fait Wahlberg, il arrive avec sa copine pour la première fois, et que tu sens la tension avec à chaque fois le plan où tu vois les 6 ou 7 sœurs sur le canapé en train de les fixer, tu vois la mère qui est en train de les toiser, de les juger, et t'as vraiment l'impression que Dickie, il est pas là en fait. Il les regarde pas. En fait, tu sais pas où est-ce qu'il doit aller. Le personnage, il est perdu. Et franchement, il joue ça super bien. Et ouais, encore une fois,
vois, c'est pas non plus, c'est un mec pour qui on a de la peine, mais on va pas te sortir les gros violons. C'est vraiment juste Christian Bale qui va réussir avec ces moments où il commence à lâcher prise, ou par exemple la scène où il reçoit son gâteau et tout, et il a cette prise de tête, il me semble, dans le vestiaire, commence à taper dans le casier. C'est une scène de fou, et ensuite, je sais pas si t'as remarqué, mais on va filmer son gosse, qui en fait répète les mêmes choses que Christian Bale, qui commence à taper. Tu dis, mais en fait, c'est comme si le schéma, il allait se répéter en plus, tu vois. Et c'est des petits détails comme ça, en fait, que le mec va te mettre, mais il a pas besoin de te sortir les violons pour que le personnage soit ultra touchant. Et que t'aies envie quand même qu'il se sorte les doigts du cul et que toute cette famille morcelée arrive quand même à se recomposer, en fait. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Et puis, moi, l'autre performance aussi que j'ai trouvé quand même impressionnante, c'est Melissa Leo, du coup, la mère, Alice Ward. Pour le coup, moi, c'est vraiment la définition de la matriarche, tu vois. Quand on parle dans une famille, la matriarche, elle est étouffante, toxique, mais malgré tout le mal qu'elle peut faire, elle est toujours convaincue qu'elle agit par amour pour sa famille, en fait, tu vois. Et en fait, elle a tu sais, cette voix, moi, je la vois en VO, je l'ai regardée en VO et en VF, du coup. En VF, la voix un peu moins, je trouve, elle colle un peu moins comme Mark Wahlberg, la voix française de Mark Wahlberg, j'aime pas du tout. Mais elle a une voix, tu sais, un peu rauque, un peu cinglante comme ça. Et tu sais, t'as l'impression que dès qu'elle te parle, elle te reproche quelque chose, tu vois ce que je veux dire? En fait, même elle est aussi un petit peu dans ce truc de dire des fois, non mais mon fils prend pas du crack, c'est une légende, fais comme lui. Et même elle, là-dessus, elle a un petit peu d'illusion quand même. Ouais, elle a beaucoup d'illusions, surtout au début du film, quand il y a le reportage et qu'à un moment, ils vont filmer Mickey et il est pas là parce qu'il est en train de se droguer. Et du coup, il y a le policier, je sais plus c'est quoi son nom dans le film, mais qui vient entraîner Mickey. Et là, t'as la mère qui arrive avec les photos, machin, du combat de Dicky, qui dit ouais, non, mais arrêtez de filmer, c'est pas lui son entraîneur, c'est Dicky. Donc il y a cette mère qui, je pense, son fils aîné, et qu'elle voit partir de plus en plus dans la drogue, et qui est impuissante en fait. Et ça la rend aussi aigrie avec les autres membres de sa famille, quoi. Ouais, c'est qu'à la fois, ça doit être le personnage fort qui va gérer tout le monde. Pas de la meilleure des manières, mais qui va quand même essayer de gérer tout le monde. Et en même temps, elle n'arrive pas non plus à montrer ses éléments de faiblesse, ses zones d'ombre. Et donc, pour combler ça, elle va justement avoir une surabondance d'amour, mais uniquement pour Dicky. En fait, elle joue pas une méchante. C'est juste une femme qui a peur de perdre le contrôle, qui a peur de perdre l'amour aussi de ses enfants, etc. Et c'est pour ça qu'elle est aussi énervée quand elle voit en fait son fils Mickey commencer à parler avec un nouvel agent, prendre un nouvel entraîneur, etc. Et elle s'enfonce dans un déni parce qu'elle pense que si elle est plus là pour Mickey, en fait, elle sera plus utile en fait pour sa famille, etc. Pour Mickey ou Dicky, en tout cas dans le monde de la boxe. Et du coup, en fait, c'est ça qui l'a fait peur et la rend aussi aigrie, quoi. Et en parallèle, c'est aussi son gagne-pain, et c'est comme ça qu'elle fait vivre toute la famille. Hein. C'est ça. Ouais, mais on pourrait se dire que si Mickey venait à percer un box et être champion du monde, il pourrait mettre à l'abri toute sa famille, tu vois. Mais elle a tellement peur en perdant le contrôle, je pense que c'est même pas qu'une question d'argent. C'est plus une question de je vais perdre le contrôle sur mes enfants, ils vont plus m'écouter. Et aussi, le système qu'ils ont réussi à mettre en place avec des briques et des brocs fonctionne. Ouais. Maintenant, il fonctionne, mais Mickey en prend plein la gueule et on sait que ça ne peut pas durer. C'est ça. Oui, sur Mark Wahlberg, il m'a laissé quand même des points positifs. J'aime bien quand même. Bon, il a fait quand même pas mal de films que je qualifierais de pas mauvais, mais qui me plaisent pas forcément. La première fois que je l'ai vu, j'étais jeune, donc j'avais pas d'a priori, mais quand je l'ai revu, j'avais ce petit a priori de Mark Wahlberg. Voilà. Quasiment tous les rôles qu'il a eu au cinéma, en fait, les personnages, ils ont pas de caractère, pas de. Tu vois. Il a pas fait que des chefs-d'œuvre, Marky Mark. Non, voilà. Tu vois, dans Ted, c'est pas. Max Payne. Ouais, il a souvent. Moi, je trouve que c'est un petit peu comme Matt Damon. C'est un peu c'est les personnages lambda, les bons petits-fils de l'Amérique. Et donc, c'est vrai que là, au moins, il joue un truc un petit peu différent. Je trouve ça cool. Ouais, c'est ça qui me gêne un peu en fait dans le film. Je trouve qu'il joue bien, mais ce qui me gêne, c'est son image trop propre. Je sais pas si t'as vu la tête de Mickey, le vrai Mickey. Ah, il est buriné dans le visage. Tu vois, il a vraiment la tête de l'immigré irlandais qui a été bousillé par la vie, qui a peut-être travaillé à l'usine, marqué du visage. Et là où Christian Bale se rapproche plus du côté sale des personnages réels, là où Mark Wahlberg, il manque peut-être un peu de relief comparé même au caractère du boxeur à la base. Et parfois, en fait, ce que je trouve dommage, c'est comme il manque, je sais pas, peut-être de charisme, même dans son jeu d'acteur, globalement, dans sa carrière et tout, tu vois. C'est que, du coup, il s'efface beaucoup par rapport aux personnages principaux qui ont des très très fortes personnalités, tu vois. Ouais, il se laisse quand même pas mal bouffer par Christian Bale, même si j'ai bien aimé son rôle, c'est vrai qu'il se laisse un peu trop bouffer. Il aurait fallu, je pense, 1 ou 2 moments de gloire où il fait face à l'autorité, mais de manière un peu plus prononcée que ce qu'on a dans le film. C'est un coup de gueule, quoi. C'est un mec de Lowell, quand même, tu vois. Même si c'est un gars gentil, comparé à sa famille, tu vois, tu sens une profonde gentillesse. Il est pas méchant comme eux, il a envie aussi de les aider. Mais, t'as un moment, réveille-toi, garçon. Après, mais globalement, quand même,
C'est un des meilleurs films où je l'ai vu jouer, donc c'était quand même cool. Et ce que j'avais noté aussi en point fort, du coup, la mise en scène, mais t'en as beaucoup parlé, donc je vais pas en revenir trop. Ouais, les combats de boxe. Alors moi, j'ai pas du tout aimé les combats de boxe, surtout les chorégraphies des combats. Alors comment c'est filmé, à la limite, c'est cool. Ils ont repris des caméras de chez HBO pour faire un truc. Et j'ai l'impression qu'en fonction des combats, plus le combat est important, plus l'image elle est aussi plus belle. Et ça, c'est ultra bien foutu. C'est pas tant là-dessus que je reproche, c'est vraiment plus la chorégraphie des combats. Mais si je prends l'exemple, un film que j'aime bien, mais où je trouve que les chorés, où c'est n'importe quoi, mais tu prends le film Warrior qui est sur les MMA, les combats n'ont aucun sens, tu vois ce que je veux dire, dans la réalité. Là, on est sur un biopic, donc je trouve que typiquement, on peut prendre l'exemple, c'est pas un biopic, mais c'est le film qui se rapproche le plus, je trouve, dans ce qu'il raconte, etc. $1 Million Baby. Pour moi, les scènes de boxe, je parle de combat de boxe, sont bien meilleures que dans Fighter. Parce que les chorés sont plus justes, ont l'air plus réalistes. Là, la plupart des combats, Mark Wahlberg, il est comme ça. Ouais, je suis en train d'imiter, mais vous voyez pas. Il a une garde dans les cordes, il se prend des coups dans les cordes. Il n'y a même pas d'esquive, de trucs, de tentatives de trucs. Et même, des fois, il y a des semblants de ralenti quand il fait des enchaînements. Tu sais, ça... Ça a pas très bien vieilli par moments, je trouve. Hein. Ouais, voilà, et ça donne un peu la nausée, je trouve. Autant ce film-là que Warrior et Fighter, je trouve que les deux, au niveau des fois de la Corée, déjà, il y a trop de cuts. À un moment, ça me rend un peu malade, ça. Moi, j'ai jamais été trop partisan de, tu sais, les Jason Bourne, tout ça, où l'action elle est ultra cutée. Moi, ça m'a jamais trop fait kiffer. Ouais. Et là, c'est vrai que, comme tu le dis, ça rend les combats de boxe pas très plaisants, mais en fait, t'as quand même envie de savoir s'il va gagner ou pas, parce que t'es très attaché au personnage. Mais c'est clairement pas via les chorégraphies que le film y brille. Au final, je suis presque content que la boxe soit presque en second plan. Je parle des scènes de boxe, parce que la boxe a toute sa place dans le film, a une place importante. Mais les combats de boxe, en tout cas pour moi, la chorégraphie, ça m'a pas vraiment convaincu. Après, la majorité des gens, en fait, n'y connaissent rien à la boxe, s'en foutent. Et globalement, en fait, ils se disent juste, ok, il a pris des coups, il a remis un coup, ok, d'accord. Et voilà, en fait, ils se posent pas plus de questions que ça. Ouais, ça, c'est vraiment mon côté fan de sport de combat qui en regarde beaucoup. Voilà, quand je vois la scène, c'est un peu rompiche, quoi, parce que quand on se tape des combats comme ce week-end, Belal Muhammad contre De La Maladena, tu vois, c'était incroyable comme combat. Hein. Ça boxe bien. Bref, on a envie de spectacle un peu comme ça. Tu arrêtes totalement les conneries. Sinon, c'est sans moi. Plus de Dicky ou d'Alice. Plus de Dicky ou d'Alice. Ouais, c'est clair. Oui, c'est bon, je suis d'accord. Et je vous remercie pour cette offre. On en a marre des conneries. Sans vouloir t'offenser, Georges. Y a pas de mal. C'est à moi qu'elle va couper les couilles de toute manière. Ouais, toi tu te marres. Salaud! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je suis sa mère! Prends tes Oh, follow! allez! Oh, merde, c'est hyper mal Ça fait mal et moi j'espère bien! Et sinon, ouais, je voulais revenir, moi j'ai eu un gros coup de cœur. Alors là, c'est purement personnel et sur le père de Mickey, en fait, tout simplement. Qui pour moi est en vrai un des héros du film parce que, bah, le mec, il est là pour son fils, quoi, mais il est là tout le temps, même en allant contre sa femme. Si parfois, bon, il se doute que dans sa famille, ce sera pas accepté. Il le pousse en fait à s'en sortir tout au long du film, quoi. Il essaye de lui faire comprendre qu'à un moment, il va falloir prendre les bonnes décisions et arrêter de faire des conneries, quoi. Et en même temps, il a cet amour de la famille. Il va jamais prendre la place de la mère, c'est elle qui gère la famille. Mais lui, le peu d'intervention qu'il a, il va à chaque fois réussir à mettre en avant son fils, à dire à sa femme, écoute, calme-toi un petit peu, fais-lui confiance. Donc c'est vrai qu'il joue le rôle de médiateur et c'est un personnage qui un secondaire, tertiaire, mais qui est ultra important en fait. Ouais, là pour le coup, ouais, c'est même pas son acting ou quoi. C'est les valeurs qu'il véhicule. Moi, ça, en fait, c'est juste que ça me parle en fait de. Ouais, il connaît sa condition, il l'a accepté lui, et il a peut-être pas tout fait ce qu'il fallait. Il s'est rendu compte qu'il avait peut-être pas tout fait pour s'en sortir, mais il voit que son fils il a une chance de s'en sortir et quitte à aller contre sa famille sans l'abandonner pour autant, bah il va tout donner pour que son fils aille au bout, quoi. Et en vrai, bon, message à l'américaine aussi, good vibe et tout, mais c'est important de l'avoir aussi dans ce genre de famille, se rendre compte qu'en fait tout n'est pas comme dans la vie, quoi. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tu vois. La vie elle est faite de nuances et les relations humaines c'est pareil, c'est de la nuance, donc je trouve que ça amène un petit côté en plus dans le film sympathique et humain aussi à la famille, quoi, qui n'est pas juste des monstres et que tu comprends un peu pourquoi Mickey il est comme ça, en fait. Tu te rends compte que Mickey il est un peu comme son père, tu vois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs Dicky et Mickey ont pas le même père de ce que j'ai compris. Ils ont pas le même père. Il y a une scène sur laquelle je voulais revenir que j'avais trouvé assez drôle aussi. C'est quand la mère et toutes les sœurs vont justement chez la copine à Wahlberg et que tu vois qu'elle qu'elle descend comme ça et qu'elle est face à toutes les sœurs, et franchement la scène elle est vraiment très très drôle. La manière dont c'est Bianca Hunter, elle arrive à faire face à toute la
la famille. Le film n'est pas centré sur elle, mais les apparitions qu'elle a, tu sens que heureusement qu'elle est quand même là parce que Marky Mark, il ferait pas grand chose quoi sinon. Oh, ça craint, Mickey. Ta mère et tes sœurs sont là. Non, surtout te montre pas, s'il te plaît. Je vais pas me cacher parce que t'as une famille de barges. Ouais, c'est ça. Pour moi, elle était à la limite du... L'actrice est un peu à la limite du surjeu de vraiment la petite copine qui arrive, qui veut prendre entre guillemets le contrôle, comme on a déjà vu dans plein de films ou même dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais je trouve que justement, elle flirte assez bien avec ça parce que elle sait aussi se remettre un peu en question par moment, et surtout quand Dickie revient, que Mickey il avoue que sans lui, il aurait pas gagné. Tu vois, alors qu'au début, c'est non, c'est on veut plus lui dans l'équipe, machin et tout. Tout à fait, elle est toujours à la lisière de ce truc. Donc le personnage reste supportable et passe pas dans le côté trop parodique de la chose. Ça rend sa performance louable, je trouve, parce que c'est pas facile à faire. Salut. Tiens, voyez-vous ça? Voir quoi? Pourquoi est-ce que tu te caches, Mickey? Il se cache pas. Je te cause pas, toi, je cause à mon fils. Tu fais quoi, mon Mickey, hein? J'étais là. Tu le sais, je me planque pas, Tu Alice. prends pas service avec le copain de merde de ton père, la nano. C'est quoi le truc? Tu vas tourner le dos à ton frère, c'est ça? Nous, tout ce qu'on voulait, c'est que tu deviennes champion du monde. Mickey est adulte, madame. Il peut penser par lui-même. Toi, ferme ta gueule. Traîner. Me traitez pas de traîner ou je vous arrache le tas de crin que vous avez sur la tête. J'avais envie de dire que Fighter, c'est pas un uppercut parfait, mais c'est un coup qui marque. C'est un film plus humain que sportif pour moi, porté par des acteurs qui se donnent à fond, notamment Kristen Bale et la mère, et qui racontent en fait une histoire de famille, de chute, de rédemption. Et au final, comme je disais tout à l'heure, la boxe, ça passe presque sur un second plan, et ça parle plus de comment l'américain moyen peut s'élever socialement, et en fait, quels sont ses freins et quelles sont ses possibilités. Là, en l'occurrence, c'est la boxe, mais tu mettrais le chant, tu mettrais le football américain, le basket. En fait, ce serait la même histoire parce qu'il aurait les mêmes contraintes de famille, qu'il aurait les mêmes espoirs en lui et qu'il aurait les mêmes vices, etc., quoi. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt une réussite, ce film. Il a quelques défauts, mais en même temps, sur un film sportif et même des biopics, je trouve que c'est dur de faire des films sans défauts. Et je pense que le travail, quand même, il est bien fait et il rentre dans les meilleurs films, en tout cas, sur le sujet de la boxe que j'ai vu. Moi, au niveau de mon avis, je trouve que Fighter a choisi à la fois un esthétique qui est proche du cinéma vérité, tout en ayant une narration, on est d'accord, qui est ultra classique. T'as un visuel ok qui est rugueux, qui est très réaliste. Le visuel est réussi, mais d'un autre côté, on a beaucoup de codes narratifs qui sont ultra rassurants. Moi, à mon sens, The Fighter, c'est un film qui est puissant, certes, mais qui est tiraillant entre son choix premier, qui est un réalisme brut, et le fait que le film se sente obligé de plaire à tout le monde. Et pour ma part, en souhaitant plaire au plus grand nombre, le film, il y perd un peu au change. Même si je pense qu'au vu de sa cible, qui est l'américain moyen, et les institutions des Oscars, je pense que c'est un parti pris qui est totalement compréhensible. Donc voilà, si vous n'aviez pas encore vu The Fighter, on vous le conseille, clairement. On a un peu spoil tout le film, mais regardez-le quand même, franchement, c'est un chouette film. Ouais, c'est ça, regardez-le. On en a beaucoup parlé de plein de choses, mais je pense que découvrir le film, même en ayant écouté ce podcast, ça peut être intéressant. Nous, on l'a vu, je pense, jeune. Là, moi, quand je l'ai redécouvert, il y a des trucs qui m'ont frappé, comme si je l'avais jamais vu, quoi. Même ceux qui n'ont pas vu le film depuis longtemps, je vous invite à aller le redécouvrir et vous aurez peut-être un nouveau regard sur le film. Et c'est ainsi que se clôture notre premier épisode de Kimura. Sachez que nous allons petit à petit structurer le podcast pour améliorer l'émission. C'était pas évident pour nous de nous lancer, mais maintenant qu'on est monté sur le ring, rassurez-vous, on va pas jeter l'éponge tout de suite. Alors, on espère vraiment que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à notre émission, sur les plateformes d'écoute que vous utilisez, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Nous allons essayer d'enregistrer assez vite notre prochain épisode, on va faire un focus sur Equalizer d'Antoine Fuqua. Alors en attendant, portez-vous bien, et à la prochaine. Cette ville a toujours dit que t'étais un sacré boxeur. Ouais. Il croyait qu'il était pas capable. Il a remis Lowell en haut de l'affiche, voyez. Nous. Je vais vous dire qui que c'était. Non, attends. Qui que c'était la fierté de Lowell, hein? C'était Bibi. Et qui c'est maintenant? C'est lui. C'est comme ça que ça devait finir, ok? Je devais passer le flambeau. Il n'y avait pas mieux que lui. Ouais, pas mieux que lui. Il a réussi, faut que j'y aille. Faut que j'y aille.